Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. En ce samedi, j'espère que tant bien que mal vous avez passé une belle journée. Nous allons revenir donc comme chaque samedi sur la rétro-info, l'actualité, les actualités qui ont dominé notamment l'Algérie en cette semaine de première semaine de cette année 2023. On va bien évidemment pas pouvoir évoquer tous les sujets, mais on va s'intéresser notamment à trois actualités. D'abord, la première, nous allons revenir sur cette fin d'année un peu particulière et ce début d'année aussi un peu particulier qui se ressemble d'ailleurs en termes de liberté d'expression réprimée, bafouée. On va revenir sur le cas Hassan El Qadi. On va revenir sur cette mobilisation qui a lieu aujourd'hui à Paris cet après-midi, place du Trocadéro, où plusieurs militants se sont réunis justement pour d'abord soutenir le journaliste en lui-même, Hassan El Qadi, mais aussi soutenir, voilà, on a quelques images ici à l'écran. D'ailleurs, voilà, le hasard fait bien les choses. On a notre ami, collègue, confrère Jameldine Benchenouf qui était présent parmi tous les militants. Nous allons donc revenir sur Hassan El Qadi et ses militants, ce soutien. Et puis nous reviendrons aussi sur ce média qui est aujourd'hui fermé. Ça aussi, c'est un élément important. On en parle avec nos invités. Et puis, c'est aussi l'occasion de revenir sur cette répression, sur ces détenus. Il y a plus de 250 détenus aujourd'hui d'opinion et politiques, qui sont derrière les barreaux, malheureusement, en Algérie. On viendra aussi sur le paysage politique algérien, même si cette semaine, il y a eu un article du Figaro, on en a parlé, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais un article du Figaro où le président algérien revient notamment sur les relations entre la France et l'Algérie, mais on s'occupe ce soir du paysage politique algérien. Cette semaine, Abdelrazak Mokri a été reçu par Abdelmadjid Tebboune, président de la République. On essaiera de comprendre qu'est-ce qu'il s'est dit derrière cette rencontre et où et comment se situe la scène politique, notamment en Algérie. On reviendra un peu sur tous ces partis qui notamment constituent l'Assemblée, mais où sont-ils? On les entend très très peu. On y reviendra avec nos invités. Et puis pour terminer, on reviendra sur la revue Al Jish. Comme chaque mois, la revue Al Jish, donc, qui fait de la politique avec un titre bilan positif et perspectives prometteuses. On en parle avec nos invités sur le plateau. Le plaisir de les retrouver. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Bonsoir Chaban, merci de m'inviter de nouveau. Je salue les téléspectateurs et mon ami Edir qui est là. Et Edir Unuron qui était aussi présent cet après-midi. Il va nous en dire deux mots. Place du Trocadéro. Analyste politique, bonsoir cher Edir. Bonsoir monsieur Kassi, merci de m'accueillir encore une fois. Je salue Brahim et tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Bonne année à tous les deux, même si on se les est souhaités en off, mais voilà, il est important aussi de se le redire ici avec nos amis téléspectatrices, téléspectateurs qui nous regardent. On va évoquer bien évidemment, messieurs, cette situation d'abord de Hassan El Qadi, on rappelle, 4 décennies de carrière, grand monsieur, journaliste, des médias, Radio M, Radio Émergent, ce sont des médias qui essayent de faire leur vrai travail de journaliste et qui aujourd'hui, donc, aussi bien le journaliste et aussi bien les médias, et ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure, place du Trocadéro, ça m'a interpellé et j'ai trouvé ça effectivement très très important, c'est qu'aujourd'hui c'est le journaliste. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, mais c'est aussi un média qu'on pille, qu'on met sous scellé. Tout à fait. Bon, d'abord, je tiens à remercier tous les citoyens militants qui sont déplacés au Trocadéro pour témoigner de leur solidarité envers le journaliste, évidemment. Nous étions assez nombreux. Ça s'est fait... Vraiment, il y avait un côté un peu grave par rapport à tout ce que vit monsieur Qadi Hassan. Ce qu'il a lieu de dire, c'est que il y a beaucoup de détenus politiques encore, au-delà de la figure qui peut paraître emblématique de M. Qadi Hassan pour son parcours de journaliste. C'est une belle pub, c'est un militant engagé, c'est un militant qui est pour l'émancipation, pour les libertés. Et puis, comme j'ai eu à le dire dans une pastille, c'est quand même du militantisme, du professionnalisme et surtout de l'intégrité. Donc cette décision de le mettre en détention provisoire, c'est une décision inique. C'est
c'est une décision injuste. Je pense à sa famille, à ses enfants, et c'est pas dans le cadre démagogique que je le dis. J'ai beaucoup d'amis qui sont incarcérés encore aujourd'hui dans les prisons algériennes. Et donc voilà, la situation de Qadi El-Hassen, c'est une décision politique. Parce que c'est le produit d'une analyse politique, d'une opinion qui lui a fait à la limite, qui l'a emmené sur le chemin de la question que je me pose, pourquoi ce n'a pas été la gendarmerie qui aurait pu le convoquer, et pourquoi ça a été les services secrets, donc les agents de la DGSI qui l'ont fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comment dire, c'est d'une extrême gravité, parce que au-delà, encore une fois, de la figure emblématique de M. Qadi El-Hassen en tant que journaliste, en tant que peut-être, si on pouvait s'exprimer en disant que c'est quand même pas un leader d'opinion, mais quelqu'un qui porte une pensée politique. C'est quelqu'un qui a un parcours politique. Et c'est ça qui a le plus gêné. Ça, c'est le deuxième élément. Et à travers ça, il y a une affaire, il y a une deuxième affaire dans l'affaire Al-Qadi, c'est l'affaire du média qu'on a mis sous scellé. C'est-à-dire, on a mis un bâillon sur un média qui a fonctionné, un média qui a ramé pour arriver à ce niveau de crédibilité par ses journalistes, par la qualité de ses invités, par les talk-shows qu'il faisait de manière, des talk-shows politiques évidemment, et qui n'avait aucun subside de la part de l'État. Donc il était complètement autonome de l'État. Quand je dis de l'État, et du pouvoir politique surtout. Donc ce qui a considérablement aggravé son cas. Donc c'est le deuxième élément. On a réduit au silence, à travers lui, c'est toute l'opposition, parce que c'est l'opposition qui parlait, qui passait chez lui, dans les 10 formats d'émissions qu'il faisait. Et je termine avec ça, cette décision qui est très violente, encore une fois, je ne fais pas de l'affaire Qadi El-Hassen la panacée. Il y a d'autres détenus et nous devons être solidaires de la même manière, avec la même intensité pour l'ensemble des détenus. Le souci, c'est que la figure emblématique de Qadi El-Hassen peut être un levier pour revigorer toute l'opposition politique, la société civile autonome, pour essayer de voir jusqu'où cette ordonnance scélérate qu'on appelle communément la 87 bis et son décret d'application, qui pour moi, encore une fois, je le redis, quitte à être redondant, acte, mais définitivement, si vous voulez, il n'y a plus de vie publique, il n'y a plus de vie associative, il n'y a plus de vie politique, il n'y a même plus de vie académique. Ça acte vraiment l'extinction de toute la liberté d'expression. Brahim Mounsi, vous réagissez bien évidemment sur l'homme, le journaliste, le passionné, le père de famille, mais pour rejoindre aussi un peu les propos de Idirou Nouron, c'est vrai qu'est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, le pouvoir ne fait pas tout, ne met pas tout en œuvre justement pour essayer de bloquer toutes ces plateformes, ces endroits, ces associations, Rage, Babelwed, ces partis politiques aussi, ce média effectivement, parce qu'on pourrait arrêter un journaliste, même si on prêche des convaincus ici, mais c'est vrai que d'arrêter, de faire fermer totalement cet espace-là, c'est à un moment donné vraiment de mettre un niveau supplémentaire sur la répression, sur les libertés. C'est clair, et cela ne date pas d'hier, hélas. Le pouvoir s'attaque à tout ce qui est liberté d'expression, à tous ceux qui s'expriment librement, à tous ceux qui s'opposent à lui. Et cela, le pouvoir d'Alger, le pouvoir établi à Alger, utilise ce que Carl Schmitt appelle la politique de l'ami et de l'ennemi. C'est la distinction de l'ami et de l'ennemi. Parce que nous sommes dans une situation d'exception, il faut le dire, aujourd'hui en Algérie, parce qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'État. L'État est en situation de quasiment d'écroulement, où il s'est écroulé. Et c'est l'ordre martial qui s'impose. Et nous sommes dans une situation d'exception qui fait que la décision appartient à une certaine catégorie du pouvoir, à l'armée. Et nous sommes en plein dans le décisionnisme. Et le décisionnisme implique que l'état d'exception, la situation d'exception dans laquelle nous vivons, dans laquelle vit l'Algérie, entraîne qu'il y a les amis et les ennemis. On désigne l'ennemi. Et Qadi El-Hassen, comme beaucoup d'autres,
sont des ennemis du pouvoir en place. Il a ses amis, et on en a vu un spécimen tout à l'heure, et vraisemblablement on va en parler, ce que moi j'appelle les supplétifs du pouvoir. Nous avons vu tout à l'heure un des supplétifs du pouvoir. Et ces supplétifs du pouvoir font semblant de faire du politique alors que nous ne sommes pas dans une situation où le politique règne. Monsieur, oui, vous allez... Brahim, c'est très juste ce qu'il dit, mais cette action violente qu'on a exercée sur Al-Qadi Ihsan et sur son média, cette manière de faire, au-delà de vouloir terroriser l'ensemble de ceux qui peuvent intervenir sur la scène politique algérienne, mais ça devrait nous faire réfléchir que ce pouvoir n'est pas prêt à se démocratiser, et qu'à travers cette violence-là, il éloigne de plus en plus la solution politique à la crise algérienne. Je voudrais juste rebondir, Ibrahim, je te laisse la parole, tu m'excuseras. C'est qu'il y a eu on va dire une petite dépêche par une télévision basée aux États-Unis, le Hurra, je crois que Brahim en parlera plus après, où on fait parler une source du département d'État américain et qui ont réagi sur l'affaire de Al-Qadi Ihsan, où le préposé disait « La liberté de la presse et d'expression est une priorité pour les États-Unis ». Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent, on est un pays MENA, on n'est pas en démocratie, ils disent « Les relations sont renforcées quand il y a un progrès dans la liberté d'expression et dans la démocratie ». Et c'est la chaîne Le Hurra, je crois que Brahim va en dire un mot. Brahim aussi, vous allez effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, donc vous allez revenir sur El Hurra TV qui nous dit apparemment que l'Amérique se soucie de cette affaire. Mais je vous laisse réagir, mais peut-être que le président algérien a fait des rencontres dernièrement dans le cadre de rencontres diplomatiques, notamment avec des pays dits démocratiques, et c'est le cas tout de même. Quand on voit la France, c'est un État de droit, un État démocratique, même s'il y a des débats, mais rien n'a été évoqué. Est-ce que là, l'Amérique va bouger? RSF, on peut rappeler qu'RSF saisit l'ONU, donc après l'incarcération d'Ihsan El-Qadi en Algérie. Le président algérien s'est exprimé sur RSF il y a quelques temps en disant que c'était totalement, c'était assez particulier comme organisme. Est-ce que réellement ça pourrait bouger? Et juste une deuxième question, si vous pouvez avoir en tête aussi, et après vous avez la parole. On est en 2023, en quoi un média, peut-être l'un des seuls en Algérie, un réseau social, un média sur Internet, peut autant faire peur à un pouvoir aujourd'hui, à un État, à un président, à un gouvernement, à une armée? En quoi Ihsan El-Qadi, et c'est pour ne citer que, on va apercevoir tout à l'heure une affiche où il y a plusieurs journalistes justement qui ont été incarcérés, mais en quoi ça peut faire peur à un État aujourd'hui? Est-ce qu'on a un pouvoir vraiment déstabilisé, fragilisé aujourd'hui? Exactement. Je vous laisse réagir sur ces deux points. Parce que le pouvoir est en situation d'instabilité politique. Évidemment, il a peur. C'est clair. Cette instabilité politique fait que il n'y a pas d'ordre juridique. Parce que c'est l'armée qui a pris le pouvoir. L'armée a tout le pouvoir. Et Dir le disait si bien tout à l'heure, que Qadi Ihsan, par exemple, pour revenir à lui, aurait pu être convoqué ou aller, la gendarmerie va le chercher, ou la police, etc. Mais non, c'est un corps de l'armée. C'est la DGSI qui va le chercher. Cela veut dire que c'est la loi martiale qui s'impose. Et l'ordre juridique, il n'y a pas d'ordre juridique, ou il n'y a plus d'ordre juridique dans notre pays. Cela est une évidence, me semble-t-il. Oui, et c'est parce que nous sommes dans une situation de chaos. Et ce chaos, on ne peut pas donner des normes au chaos. Et c'est ce qui fait que ce pouvoir va dans tous les sens et frappe dans tous les sens. Parce que précisément, il a peur. Parce qu'il a peur de tomber. Et à mon avis, il est en situation de s'écrouler. Et en arrêtant quelqu'un comme Qadi Ihsan, en fermant un média comme celui de Radio M et Maghreb Émergent, etc., c'est qu'il a atteint la limite de ce qu'il pourrait faire. Et ce serait la goutte qui va faire déborder le vase. Oui, Brahim a tout dit pratiquement. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il est clair que le média, d'autant que c'était un média qui alliait à la fois d'abord, il était d'expression aussi arabophone.
il y avait de la derja, que tout le monde arrivait à comprendre, il s'exprimait en français, il avait finalement, il avait dans son panel d'invités tout ce qui est plus ou moins représentatif de la société algérienne, de la société d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent avec lui. Je pense aux familles de ces jeunes qui sont. Mais s'il y a une chose, pardonne-moi, s'il y a une chose, je crois que c'est un de vous deux qui a prononcé le mot. S'il y a une chose qui fait effectivement peur à ce régime, à ce pouvoir, à cet ordre établi en Algérie, je crois que c'est toi, Chaban, qui a prononcé le mot, c'est l'autonomie. C'est parce que c'est un média autonome. Ouais, contrairement aux autres. Tout à fait, oui. Contrairement aux autres. C'est parce qu'il est autonome. Et non seulement autonome sur le plan interne, quoi qu'on dise, il est autonome aussi sur l'influence extérieure. Cela est extrêmement important parce qu'on l'accuse j'allais presque dire, de collusion avec l'étranger parce qu'il aurait reçu de l'Union européenne, pardonnez-moi, bon, je ne méprise pas cela, mais quelques centimes d'euros. Alors que d'autres... Mais il était probablement éligible à cette aide-là. Oui, mais évidemment. Mais je dis qu'il y en a d'autres qui ont reçu des fonds, aussi bien de l'Union européenne que des États-Unis, et qui chantent, qui frottent et qui fréquentent le pouvoir. Puis dans cette affaire, c'est aussi, encore une fois, vous l'évoquiez, hein, et on en parle, c'est la manière vraiment dont il a été interpellé avec les moyens. Et puis c'est pas un cas isolé. Je vous laisse réagir, mais n'oubliez pas juste ce point que j'évoquais tout à l'heure, en quoi aujourd'hui les interventions de l'ONU, de RSF, de El Hora TV et de l'Amérique par exemple, est-ce que réellement à un moment donné ça pourrait faire bouger les choses? Depuis 2019, il y a une telle répression que le Parlement européen s'exprime, un peu certains députés français, les sénateurs américains aussi ont saisi, ont oui, mais là, interpellé c'était fort de lobbying, notamment dans un espace loco-régional un peu, voilà, dans une espèce de géopolitique, encore une fois. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, M. El Qadi Hassan n'est pas une menace pour la sécurité nationale. Ça se serait su. D'accord ? C'est pas une menace pour la sécurité nationale. Ses écrits non plus. En plus, dans ses écrits, quand il analysait d'un point de vue économique de ce qui se passe en Algérie, et puis c'est un économiste de formation, je ne vois pas en quoi il est... Combien de fois nous avons dit sur le plateau que l'Algérie n'a pas de modèle économique? Lui, à travers ses idées, à travers ses intervenants et ses experts qui venaient l'aider dans les débats, donnait des pistes. Est-ce que ça menace l'unité nationale? Ça ne menace pas l'unité nationale. Est-ce que finalement les scellés qu'on a posés sur les locaux de Maghreb émergent et de Radio M, est-ce que ça a été fait dans le cadre de la loi? Est-ce qu'il y a une ordonnance judiciaire ou pas? C'est toutes ces questions qu'on doit faire. Et puis moi je pense que cette affaire, là pour répondre à votre question précisément, c'est que, évidemment, moi je pense que le Parlement européen se doit de réagir par rapport à cette question, non pas en termes d'ingérence, que nos concitoyens comprennent que nous sommes ici dans une bataille à la fois de fond et de forme, et que la communication est importante. Ce pouvoir a très peur, il veut avoir une image lisse. Et or, mais à la fois, on a l'impression tout de même qu'il a une image assez lisse à l'international, avec toutes ces rencontres dans une situation d'une crise géostratégique importante. Et puis à la fois, il a sa feuille de route. Je termine juste, Brahim. Tout de même. Oui. Ce que je veux dire, l'interprétation du Parlement européen, pour moi, est une nécessité. Elle peut se faire comme ça a été fait il y a 2 ans ou 1 an, je me souviens plus, Brahim, dans un cadre de cette procédure d'urgence qui n'est pas contraignante ni pour la Commission, ni pour le Conseil de l'Europe. Donc cette interpellation qui serait finalement débattue au sein du Parlement européen pourrait donner le là. Moi je reste intimement convaincu que cette affaire Qadi Hassan, au-delà de bon, j'exagère un petit peu, de cette dramaturgie qu'il y a autour de tout ça, pourrait être un levier de cristallisation, encore une fois, et qui pourrait être finalement, tout en prenant la précision de dire les autres détenus sont les nôtres aussi, et nous militons aussi. Peut-être cette image peut être emblématique qui pourra faire bouger les choses et pour pouvoir faire redémarrer finalement, je dirais pas le Hirak, une autre forme de Hirak, ou une autre forme d'exercer un peu la politique en attendant que les oppositions ou l'opposition algérienne puissent se retrouver. Ceux dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire RSF, le Hora, mais il y a aussi Le Monde. Il y a aussi Le Monde. Il y a aussi le journal Le Monde qui s'est engagé,
qui a pris position, parce qu'il a fait un éditorial très parlant, un éditorial très dur. Et puis RSF, c'est une organisation quand même qui se permet, si j'ose dire, de saisir l'ONU. Et puis Al-Hurra. Al-Hurra, c'est voilà, la voix. ça, ouais. Oui, Al-Hurra, c'est la voix des États-Unis. En direction. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, etc., en langue arabe. C'est véritablement la voix du département d'État. C'est pas rien, la réaction. Ce que tu veux nous dire, c'est que c'est une espèce de soft power. Mais absolument. Voilà, c'est très bien de le dire. C'est très bien, bien entendu. Ça représente d'une certaine manière, même si la personne s'est exprimée de façon anonyme, mais on sait que c'est le département d'État qui est derrière. Cela est clair. Et en quoi, selon vous, alors, ça pourrait apporter un plus On est conscient de ce que vous dites à chaque fois, c'est vrai, quand il y a une réaction, on est conscient. Mais à quoi ça pourrait, si on pouvait donner un peu d'espoir, notamment à ces familles dont il y a des détenus d'opinion, on le disait aussi cet après-midi, il y a aussi des détenus politiques qui sont là depuis plusieurs années, depuis même des décennies, vous pourriez en parler. En quoi, notamment, cette nouvelle intervention pourrait faire peut-être bouger les choses dans le bon sens? Mais ça fait déjà bouger. Ça fait déjà bouger. Nous ne savons pas ce qui se passe, nous. Ça commence à devenir viral. Ben oui, absolument. Ça commence à bouger. Et on ne sait pas ce qui se dit aussi au téléphone ou de façon directe à l'ambassadeur d'Algérie à Washington, à l'ambassadeur d'Algérie près de l'Europe, à l'ambassadeur d'Algérie en France, etc. Je crois que ça bouge. Il y a les circuits diplomatiques qui sont en train de fonctionnent normalement. Absolument, et qui font leur travail. Et ces manifestations sont très encourageantes et il y en aura certainement d'autres. C'est clair, au niveau officiel, parce qu'on a touché quand même, dit à un personnage, à une personnalité effectivement emblématique, mais une personnalité qui agite des idées, et seulement des idées. Ce n'est pas quelqu'un qui a une stratégie de prise de pouvoir. La question n'est pas anodine, parce qu'on sait aujourd'hui que l'Algérie tout de même se positionne à 50 minutes de Marseille. Enfin, c'est quand même dans cette crise un peu particulière, elle a su créer, alors on l'a évoqué sur plusieurs émissions, mais elle a su créer aussi notamment un certain peut-être rapport de force, et on sait très bien que chaque État réagit dans son intérêt, et l'Amérique aussi d'ailleurs. Évidemment, je ne crois pas que ça soit de toutes les façons, cette crise-là, cette crise ukrainienne, cette crise du gaz, de l'énergie, etc., elle est conjoncturelle. Elle est conjoncturelle. Ça se fait dans le temps quand même, Brahim. Oui, mais c'est la conjoncture. Oui, évidemment. C'est l'occasion de faire le larron. Absolument. C'est la conjoncture. Elle est conjoncturelle. Ce n'est pas une crise structurelle qui est beaucoup plus difficile à résoudre. Mais demain, la Russie et l'Ukraine se mettent d'accord pour que les Russes ouvrent leur vanne. C'est aussi simple que cela. Et cela viendra à un moment donné. Le pouvoir évidemment. Alors, on va juste écouter ici. On l'a déjà entendu, mais c'est important, on parle de liberté de la presse. On va écouter ici le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui nous parle justement d'une presse libre, pour peut-être employer ce mot, et on se retrouve tout de suite après. Je tiens à lever quand même une équivoque. La justice a sévi avec certains de ceux qui sont actuellement en détention, ou même ceux qui ont été libérés, pour insultes et incitation aux attroupements et incitation à la mutinerie pour certains corps, ce qui est complètement interdit par... Les organisations de droits de l'homme affirment que ces motifs sont une façon d'étouffer le mouvement. Elles récusent cette utilisation. C'est leur droit. Mais je peux vous assurer, vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers-monde, africain, et même arabe, à avoir 160 quotidiens, aussi caustiques les uns que les autres. Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Tant qu'on relève le niveau, qu'on fasse de l'opposition aux idées, on oppose des idées à d'autres idées, une démarche à une autre démarche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'insulte, l'invective. Ça, le code pénal ne le permet pas et ne le permettra pas. Messieurs, 160 quotidiens, les caustiques, c'est délirant. D'une part, et d'autre part, c'est la corde qui soutient le pendu.
C'est clair, l'État les soutient, c'est la corde qui soutient le pendu. Elle est en train de tirer la corde et d'étrangler tous les médias et tous les journaux qui avaient plus ou moins de liberté d'expression. C'est ça le problème de ce monsieur. Non, mais dans cette interview qui date, je pense, c'est Monsieur Tebboune, excusez-moi de le dire comme ça, est hors sol, je veux dire, 160 journaux, mais c'est affolant ce qu'il est en train de dire. Et en fait, même s'il m'arriverait peut-être dans une déclaration de diffamer quelqu'un, est-ce que ça justifierait ma mise en mandat de dépôt? Il y a des tribunaux qui peuvent statuer assez rapidement sur cette histoire de diffamation. Ça ne justifie pas de mettre en prison. Donc il y a une volonté délibérée, planifiée, élaborée, assumée de terroriser. Ça c'est évident. Et parallèlement à ça, si vous permettez, dans le cadre d'un peu des droits de l'homme, on parlait de Qadi Hassan, je voudrais juste parler de quelque chose qui me tient à cœur. Il y a un jeune militant qui a trouvé la mort dans des conditions obscures et troubles. Alors on allait en parler en fin d'émission, mais c'est pas grave. Non, mais allez-y. Allez. On va diffuser son portrait. Et ce militant qui est supposé être du MAC a été déjà condamné sur le territoire national à 20 ans de prison par contumace. Il est décédé. Et je pense que les investigations de la justice française ont autorisé le rapatriement. Or, c'est un sans-papier. Il ne peut pas être enterré, paraît-il, ici, où ça demande des démarches supplémentaires. Et le corps est bloqué au niveau de l'aéroport, et quand ses amis militants, ses amis tout court, ou la solidarité qui s'est organisée autour du défunt, quand ils ont été au consulat, il leur a été répondu, ça vient pas de chez nous, ça vient d'en haut. Donc c'est un coup de colère que je pense, ces mêmes morts, il les inquiète encore. Voilà, Jugurtha, on a son portrait, effectivement. Il avait 38 ans, il est décédé dans la nuit du 6 décembre. Père de famille de 2 enfants. De 3 enfants, précisément. 3 enfants, pardon. Qui d'ailleurs étaient dans leur village, ils dépendaient du village d'Atouche, précisément dans la commune de Marouda, à Wilayat Tizi Ouzou. Il a perdu donc la vie dans la soirée du 6 décembre dernier, donc dans la Seine, à Clichy. Donc la police qui parle d'un acte criminel. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que lorsque ses proches et sa famille souhaitent le faire rapatrier, le dossier est au consulat, il est bloqué, c'est Alger qui bloque. Voilà, tout à fait. Donc je tenais à le dire et à avertir l'opinion nationale. Voilà, c'est important de le... Je suis désolé, c'est un peu macabre. On s'était prévu. Oui, non, tout à fait. Je ne savais pas ce qui était prévu. Et c'est très bien que vous félicite pour cette prévention. Vous l'anticipiez. Merci, Idir Ounourone. On va apercevoir ici Le Monde, parce que c'est important, Le Monde qui va défiler. Vous en parliez tout à l'heure. Voilà. En Algérie, la calamiteuse surenchère autoritaire du régime, la récente arrestation du journaliste Hassan El-Qadi. Donc, suite à son arrestation, Le Monde qui titre. C'est vrai qu'on a tout de même une impression que les médias se mouillent un peu plus. Quand un journal comme Le Monde quitte une institution, Le Monde est lu par toutes les chancelleries. Toutes les chancelleries ont Le Monde l'après-midi. C'est un détail important. Les chancelleries le lisent. Oui. Bon, le Hurra aussi, elle est très écoutée. Elle est très écoutée. Et quand RSF agit, et il va au plus haut niveau du tribunal, il va à l'ONU, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je veux dire que ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Et c'est vrai que peut-être que nous n'avons pas assez bougé pour les détenus politiques des années 90. Je n'incrimine personne. Bien sûr, on en a parlé un petit peu, mais on a laissé faire. Et à chaque fois que nous avons laissé faire, quelle que soit l'orientation politique, idéologique des gens, parce que la torture... On est dans l'ordre constitutif du principe à ce moment-là. Absolument. Messieurs, le temps avance. D'abord, ce que nous disait ce qu'a annoncé le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de ses vœux, je cite, l'année 2022 avec ce qu'elle a vu comme événement, décision, indicateur positif et amélioration des conditions socio-économiques réalisées grâce à la détermination de tous les Algériens et Algériens tire à sa fin.
Il attend donc une année, je continue à le citer, le président, une année qui verra la consécration, dit-il, des souhaits et aspirations du peuple algérien et la poursuite du changement pour le mieux. Vous pouvez réagir. Le président qui parle donc de décisions socio-économiques réalisées, une belle détermination et des indicateurs positifs. C'est ce que vous avez vécu en 2022 pour l'Algérie, messieurs. Moi, je pense que le bilan est complètement négatif. Je veux dire, au-delà de l'allocation chômage, on est resté sur des vœux pieux. Je pense que ce système, il a eu... Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être revenir sur le Hirak, sur comment se fait-il que le Hirak, qui était au niveau de la qualité des slogans dans une véritable radicalité, qu'elle n'ait pas trouvé son prolongement nécessaire dans la rue, mais pas dans la violence. Brahim et moi, on avait parlé à l'époque de est-ce que c'est pas temps finalement d'occuper des lieux de pouvoir. Oui. Au-delà de l'incarnation du Hirak, l'incarnation serait venue après. Bon, je dérive un peu. Non, pour revenir au bilan, c'est un bilan qui est catastrophique. Qui est complètement catastrophique. Il n'y a pas de projet économique, il n'y a pas de renouvellement. Quand il y a des mesurettes, c'est des mesurettes cosmétiques à la marge. On n'a pas de modèle de développement. Quand M. Tebboune crée des comités Théodule, à la fois pour l'industrialisation, à la fois pour les assises de la santé, quand il vous dit comme ça, Manu Militari, à la rentrée prochaine, en septembre, toutes les écoles doivent être équipées de panneaux solaires pour pouvoir être alimentées en énergie renouvelable. Et ça ne s'est pas fait. Regardez la catastrophe de l'anglicisation, il n'y a pas assez de professeurs. Donc il a l'impression de gérer ça comme s'il gérait une association ou gérait une wilaya, je veux dire. On attend d'un président qui donne le cap. On attend d'un président qu'il ait une vision politique, une vision historique de son pays, qui donne le cap. Moi, je suis frappé quand je suis désolé, mais bon, ça m'embête, mais il faut que je verbalise comme si j'étais chez un psychologue. Quand il dit au secrétaire d'État Blinken, on est à Bchar pour aller à Taman Rasset pour le TGV. Quand il lui dit on va produire 30 millions de tonnes par an de blé, alors que la logique aurait voulu qu'ils disent, je l'ai dit souvent, qu'ils disent au secrétaire d'État, vous avez eu des entretiens avec mon ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il y a des incompréhensions ou des sujets où on pourrait lever éventuellement des équivoques? C'est ça qu'on attend d'un président de la République. C'est pas un président de la République qui vous dit oh la main talgo, c'est comme s'il s'improvisait ministre de la Justice et détenteur d'un pouvoir divin. Il n'est pas admissible qu'un ministre de la Justice parle comme cela. Oui, non, je veux dire par là. Voilà, évidemment. On a l'exemple avec l'ancien ministre de la Justice. Tout à fait. Malheureusement, ce chef d'État vit sur un héritage. C'est celui de Bouteflika. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que Bouteflika avait beaucoup investi dans les infrastructures, dans l'économie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est une réalité, une vérité. Mais ce nouveau chef d'État, c'est des niches à corruption, ça. Comme vous le dites, ce président algérien, il est là depuis 3 ans, il parle de main tendue. Il aurait pu profiter peut-être Mais justement. Alors qu'on termine l'année comme on la commence en Algérie, avec une arrestation, on en parle assez, on n'en parlera jamais assez. Parce que s'il y a des réalisations qu'il s'approprie, ces réalisations sont celles du régime de Bouteflika. Il faut dire les choses inscrites dans le plan de développement de Bouteflika. Or, comme le dit si bien Idir, c'est qu'il n'y a aucune orientation, aucune, notamment économique. On ne voit pas d'orientation économique de ce pouvoir depuis 3 ans. Il n'y a rien, c'est le vide sidéral. C'est le vide sidéral. C'est comme dirait quelqu'un, la diagonale du vide. Allez-y, il nous reste encore un peu de temps. Ajoutez à cela le fait qu'ils aient eu recours au financement non conventionnel, donc à la planche à billets. À quel niveau ça s'est situé? Quelle est la monnaie qu'on a installée? Comment on va la résorber? Quel a été son impact sur l'inflation? Ça, c'est à l'époque de Bouteflika, oui. Oui, c'était Ouihia qui il a dit je fais ça sous l'autorité de Bouteflika qui est d'accord. Mais c'est toutes ces questions, une Cour des comptes qui ne fonctionne pas. On reviendra sur l'édito d'Elgesh où j'ai noté quelques... Non, de toute façon, les chiffres qui sont avancés. Nous savons que les chiffres, par nos familles, par le coût de la vie, extrêmement cher. C'est que l'inflation n'est pas à 6% ou 7%. Elle a 2 chiffres. Au moins, je dirais. Au moins, le dinar ne cesse pas de dégringoler.
ne cesse En pas de tout cas, dégrader. voilà, les mots du C'est-à-dire du que la président population, algérien. c'est-à-dire que la pauvreté dans notre pays, voire la misère, a beaucoup augmenté. Et on le voit à l'œil nu. Alors messieurs, cette semaine, bien sûr, on ne peut pas parler d'Algérie sans parler de politique, paysage politique. C'est bien que vous soyez là, parce qu'on avait toujours dit que les partis politiques en Algérie servaient à rien. Je ne sais pas si ce sont les bons mots, vous pouvez me reprendre, mais en tout cas, vous allez pouvoir en parler ce soir, Brahim Younsi. Il a évoqué le civisme, la bienveillance du président. Il a aussi dit clairement qu'il avait évoqué des sujets importants en affirmant ses opinions. Pour lui, l'entraide de tous est importante dans l'intérêt, pour l'intérêt du pays, et il a appelé aussi les Algériens. Alors de quel Algérien parle-t-il? À s'unir autour du régime, derrière le président Tebboune, dans cette crise de confiance envers la politique, ce degré d'illégitimité aussi, notamment, donc il s'agit d'Abdelrazak Mokri, qu'on a entendu cette semaine, donc qui a rencontré Abdelmadjid Tebboune, président algérien. On rappelle qu'en juillet 2019, le président du MSP avait rencontré le président algérien. Il avait demandé à l'époque, avant l'élection présidentielle, donc vous souvenez-vous des élections qui avaient été reportées, il avait dit clairement il faut absolument donc que le pouvoir prenne des mesures de signe d'apaisement, notamment la libération des détenus d'opinion, parce que déjà à l'époque, quelques semaines après le début du Hirak, ils étaient des dizaines derrière les barreaux. Le patron du MSP qui a rencontré donc le président algérien 3 ans et demi après. Est-ce que les choses ont changé? Apparemment, c'est pas le cas, puisqu'on vous le disait encore, il y a encore autant de détenus. Messieurs, ces rencontres, est-ce qu'elles servent à quelque chose d'abord? Est-ce que demain, le FFS, comme l'ont fait ou Gilles Jadid, seront amenés à rencontrer le président Tebboune? Est-ce que vraiment le président a besoin de ces rencontres? Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Et 2-3 petites questions comme ça, et vous avez la parole à ce sujet. J'en parlais cette semaine. Est-ce qu'il y a réellement une dynamique politique? Est-ce qu'on peut faire de la politique aujourd'hui en Algérie? On va juste apercevoir à l'écran cette assemblée, parce que de décennie en décennie, l'assemblée évolue. C'était 196 députés en 62, et je rappelle qu'entre 62 et 87 c'était le parti unique, et aujourd'hui on est en 2023, 407 députés, 32 femmes, petit rikiki geste mais on peut le souligner. Brahim Younsi, Dirounouro, il y a 13 partis, des indépendants. On a l'impression de voir une réelle démocratie politique. C'est une illusion. C'est un écran de fumée. Tout à fait. Pour revenir à M. Mokri, faut-il le rappeler que quand en 2019 il a fait sa déclaration où il demandait des gestes d'apaisement ou des gestes, on va dire, des signes comme ça d'ouverture, c'est que M. Mokri a essayé désespérément, et c'est tant mieux, de s'incruster dans le Hirak. Il a été complètement rejeté, ça il faut le noter. Ce qui lui a valu d'ailleurs beaucoup de soucis en interne. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, oui, mais évidemment, il y en a d'autres. Non, mais particulièrement lui, parce que M. Cassis nous en parle. Je ne suis pas en train de le défendre. Il n'est pas le seul. C'est juste pour allonger la liste. J'en conviens. Ce que je voulais dire, mais quand vous voyez M. Tebboune, j'ai eu à le dire déjà, M. Tebboune est un homme esselé. Il n'a pas de parti politique. Et ceux qui le soutiennent de manière formelle, comme le FLN, le RND, le parti de M. Bengrina, etc., le soutiennent de manière formelle et n'occupent pas l'espace public pour être le relais on va dire, des dispositions qu'aurait pris le président Tebboune, d'expliquer ce qu'il est en train de faire pour l'Algérie, de faire le service après-vente. Non, la scène politique algérienne est une scène qui est complètement dévitalisée. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que à travers M. Mokri, c'est le courant islamiste domestiqué qui est représenté à ce niveau-là. D'accord ? Et par rapport à l'opposition ne peut pas travailler dans les contraintes de la 87 bis. Comment vous pouvez expliquer qu'on refuse au RCD la location d'une salle pour organiser son conseil national, qui est une réunion statutaire du parti, et qu'on autorise le FFS à organiser son conseil national ou son mini-congrès organique et politique dans une salle? Ça veut dire quoi? Quelle lecture vous pouvez faire à ce niveau-là? Moi, je pense que toute la scène politique, et moi j'étais souvent en désaccord avec Brahim quand il dit les partis sont disqualifiés. Je dis à un certain moment oui, mais le corpus idéologique des familles demeure. Comment après
qu'elle se retrouve en s'améliorant, en revoyant les paradigmes de lutte et les fondamentaux doctrinaux, ça c'est un autre débat. Une assemblée qu'on n'entend pas du tout, hein, d'ailleurs, notamment tous ces partis, hein, ces députés, on ne les entend pas à la télé, ni à critiquer. Est-ce qu'on n'a pas aussi une scène politique en décalage avec la réalité du terrain des Algériens aussi? Mais évidemment, moi, les partis politiques, je reste sur ma position. Il y a une disqualification par la population des partis politiques. Je crois qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Je crois qu'ils se sentent... à l'exception, quand même. Oui, je crois qu'ils n'ont pas joué le rôle, mon ami. À l'exception. Je crois qu'ils n'ont pas joué totalement le rôle et je ne fais pas d'exception. C'est vraiment tous parce que tous... Non, il y avait certains qui avaient un discours quand même. C'est possible, mais il y a mais pour la plupart des partis J'adore le politiques. concept, c'est possible, mais explique-toi. Ils ont collaboré avec le pouvoir. Alors il y a des partis dits d'opposition, mais il y a aussi des partis d'opposition comme l'UDS, le RCD, enfin non, tout ça, il y a certains qui ne sont pas. Enfin, le RCD, bon, je le dis devant le RCD a rejoint le pouvoir, avait rejoint le pouvoir à un moment donné. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité aussi politique de notre pays. L'UDS c'est un parti qui n'est pas reconnu, un parti qui n'est pas agréé, etc. De toutes les façons, moi, depuis le départ, j'étais contre l'agrément de cette façon-là. Que le pouvoir agrée des partis. On n'a pas agréé. Il y a une loi qui est les partis comme des associations. D'ailleurs, les partis politiques sont des associations de loi 1901 en France et chacun peut créer un parti politique. Tout le monde peut créer un parti politique. Mais en Algérie, les partis politiques sont nés sous l'aile du pouvoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avec un pouvoir comme celui-là, est-ce qu'on peut faire de la... Je vais vite parce qu'il va nous rester... Non, on ne fait pas de la politique. Mais juste pour revenir en Algérie. Allez-y. Au parti, comment il s'appelle, celui de Moukali, Hamas. MSP. MSP. Le MSP, bon, moi je me souviens des débats dans les années 90 avec les représentants du MSP pour me dire, ils se situaient à la fois... ils avaient toujours de fer au feu. Toujours de fer au feu. Ils étaient à la fois au pouvoir et dans l'opposition. Et je parlais avec eux quand ils étaient effectivement au pouvoir. Mais ils intervenaient dans certains médias français à l'époque, et j'y étais comme des opposants. Bon, alors moi, ça m'a gonflé. Bon, dans un pouvoir, excusez-moi, je vais vite, dans un pouvoir comme celui-là, qu'est-ce que peut gagner un président d'un mouvement de la Société pour la paix, par exemple, dans un pouvoir et un régime comme celui-là? Est-ce que cette rencontre peut lui être bénéfique? Ce qui est bénéfique à titre personnel, c'est de figurer dans les assemblées, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a aussi des honneurs. Et pour s'imposer politiquement. Et dans les ministères. Oui, bien sûr. Il faut dire pas sur le plan politique. Le gouvernement, tous les gouvernements où il y a eu des islamistes, ça a été des gouvernements pourvoyeurs d'argent. Oui. Vous prenez les transports, vous prenez tous ces ministères qui étaient tenus par donc de ce que disait Brahim là tout de suite, qui ont été cooptés, on fait leur beurre. Oui, voilà. Parce qu'on sait que les principaux partis qui appartiennent au pouvoir, et c'est le pouvoir, comme le RND et le FLN, bien sûr, ils doivent avoir une coalition plus élargie. Et la coalition plus élargie a été trouvée notamment chez des partis comme le MSP. Et cela, c'est tout bénéfice pour le pouvoir, pour dire nous sommes dans un pluralisme politique, dans une démocratie, parce que des partis islamistes comme le Hamas arrivent au pouvoir. À la question de Brahim, juste une seconde, M. Kassi, c'est que, bon, il a parlé du RCD, de beaucoup de gens qui ont rejoint Bouteflika en 99, 2000, etc., et d'autres bien après aussi, c'est qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que cette politique d'entrisme n'est pas porteuse de rupture. Il n'y a pas et je vais vous dire une chose, le fait justement qu'il y ait eu on va dire des frontières poreuses entre des gens qui étaient véritablement dans l'opposition, et le FFS a eu quand même des ministres aussi. Oui. Ils ont eu des ministres du temps. Je l'inclus. Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'on doit... Cette manière d'opérer nous emmène inévitablement vers une impasse historique. C'est une impasse historique, et je pèse mes mots. Parce qu'à travers ça, et je pense que Brahim va souscrire, et s'il ne souscrit pas, c'est tant mieux, c'est qu'il y a
un délitement des mœurs politiques. Ben oui, Et ça, il faut à tout prix le signaler et dire. Seule une rupture en dehors du cadre du système, et c'est là où se pose toute la problématique de la transition, on peut pas, à l'intérieur du système, c'est sûr qu'il y a un essayer d'évoluer. délitement même du politique. Il y a un délitement même du politique. Oui, parce quand que je le dis politique la pratique, voilà. ne joue pas son rôle. Tout à fait. Le paysage politique en Algérie, c'est aussi l'armée, parce que c'est l'armée ou c'est le politique qui dirige. Sur ces quelques images, on va justement voir cette armée omniprésente. Hein, vous allez voir en Algérie. On va se retrouver derrière pour terminer les quelques minutes sur la revue El Djish qui annonce un bilan positif et des perspectives prometteuses. J'adore votre optimisme. L'exercice va être dur, mais très simple pour vous. Vous avez vraiment 2 minutes chacun pour évoquer tout simplement la revue El Djish qui fait de la politique aussi en Algérie. Hein, on a vu. Disons que c'est le son exprimé, c'est la voix du commandement militaire exclusivement. Je ne parle pas de l'armée en termes d'institution. Bien sûr que l'armée a pris le pouvoir. Elle l'a pris. Je vais vous dire une chose. Ibrahim, on était sur le plateau. Rappelle-toi quand il y a eu la révision de la Constitution. Quand on a tous les deux dit, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, elle veille dans l'alinéa 4. Oui. On s'est dit, mais c'est extensible à souhait. Donc, c'est la première fois que l'armée, qui avait le pouvoir de facto, c'est-à-dire dans les faits, elle l'a consacré de jurer par le droit. Et là, elle est tout à fait dans son rôle, on ne peut rien dire par rapport à ça. Ce qu'il a lieu de dire aussi, c'est que quand on dit l'oligarchie militaire, il y a les oligarques civils aussi. Ils sont dans une espèce de, on va dire, de dialectique pour la rentabilité de leurs avoirs. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut dire aussi, Ibrahim l'a évoqué tout à l'heure, en parlant du bilan de Tebboune et tout ce qui se fait, tout ce qui éventuellement s'inaugurait, c'est sous l'ère de Bouteflika. Et sous l'ère de Bouteflika, ce qu'on peut reprocher de manière frontale, c'est que c'est la puissance de l'argent qui a pris le contrôle sur la politique. C'est la puissance de l'argent qui a pris tout le contrôle sur le politique. Et moi, je pense raisonnablement que si nous ne changeons pas de paradigme doctrinaux fondamentaux par rapport à la nation, par rapport aux libertés, par rapport à la citoyenneté, par rapport au-delà de toute sensibilité personnelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit identitaire, qu'elle soit, et qu'on reconstruise la nation sur la base de la citoyenneté, avec le droit qui est là à structurer les champs politiques, sociétaux, culturels, économiques, etc., etc. Et on parlerait c'est le primat du droit finalement. J'ai lu rapidement l'édito d'El Djish. Mais c'est du blabla. Il est un peu maigre, hein, ce mois-ci. Ah oui, tout à fait. Il est même squelettique. Habituellement, il est un peu plus. Il est même squelettique. Il y a plus de saillie. C'est du blabla, il n'y a rien, c'est vide. C'est vraiment vide. Quant à l'armée, c'est vrai que l'armée, il faut le dire de façon claire, l'armée a toujours joué un rôle. Cela dépend des pouvoirs civils. Il y a des pouvoirs civils qui étaient forts. Mais c'est des militaires aussi à la tête. Hein. Pas toujours. Oui. À part Ben Bella, des pouvoirs qui étaient forts. Et on a par la suite l'armée qui prend le pouvoir sous une forme civile. Même beaucoup de ministres étaient des militaires, étaient des commandants, etc. Beaucoup. Il y avait Salim Saadi, il y avait Zerguini, il y avait Asra. Étaient des militaires. C'est que aujourd'hui, le militaire a pris le pas sur le politique.
Et le problème réside là. Nous sommes véritablement dans un État militaire, et un État militaire qui ne se cache plus derrière le costume civil. Quand on voit les généraux partout, ou des commandants partout, y compris dans les écoles. Oui, dans les universités officiellement. Oui, tout à fait. Oui. C'est extrêmement à la fois grave, et cela montre que l'armée a le pouvoir et qu'il n'y a pas de loi, parce qu'on ne peut pas, je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie est en situation de chaos, dans une situation chaotique, et on ne peut pas donner une norme au chaos, et c'est la raison pour laquelle c'est la loi militaire, c'est la loi martiale qui gère le pays. Bon, ce que juste pour terminer, 15 secondes, c'est que l'armée a pris le contrôle de toutes les institutions. Elle a pris le contrôle de l'administration, elle a pris le contrôle de l'État. Oui. Ce qui est dramatique, c'est que le cœur palpitant de la démocratie, qui est censé être l'Assemblée nationale, elle a pris ça sans contrôle démocratique. Et c'est la raison pour laquelle l'État est en train de s'effondrer, et il s'effondre. C'est pourquoi l'armée est au pouvoir. En général, c'est toujours Brahim Younsi qui termine. Ça m'étonne un petit peu. C'est le droit des nefs. Merci infiniment, messieurs. Merci. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Voilà la rétro-info de la semaine entre la répression, la présence de l'armée. Il fallait évoquer aussi, et puis ce paysage politique en Algérie. Bonne soirée à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 19h. Nous reviendrons notamment sur le Hirak. Eh oui, Hirak plein d'espoir et de perspectives. Bonne soirée à tous.